La pâtisserie est un art très ancien qui consiste à intégrer de l'air chaud à une pâte en la cuisant au four. Mais comment cette pâte se transforme-t-elle en un délicieux dessert? Aujourd'hui, Xenius se penche sur la fabrication de gâteaux, biscuits et autres douceurs, une science à part entière. Approchez, approchez, dit le boulanger. Pour faire un gâteau appétissant, il te faut 7 ingrédients. Les voici. Des œufs et du saindoux, du sucre et du sel, de la farine et du lait, et du safran pour terminer en beauté. Bonjour à tous. Salut. La pâtisserie, ça peut être simple comme une comptine pour enfants. En tout cas, j'ai suivi la recette à la lettre. Il a l'air drôlement dur. Oui. Tu as donc mis du safran dans ton gâteau. Mais oui, ça lui donne une belle couleur jaune. C'est important le visuel, non? En France, on a une comptine sur la fabrication du pain. Ça fait comme ça. Rondin picotin, la Marie a fait son pain, pas plus haut que son levain. Son levain était moisi, son pain n'a pas réussi, tant pis. Elle est un peu triste, cette chanson. Oui, le pain est raté à cause de la mauvaise qualité du levain. Et à propos de ratage, pour être parfaitement honnête, c'est un peu coriace, cette affaire. On dirait de la pierre. Niveau goût, c'est sûrement pas terrible non plus. C'est pas comme ça qu'on imagine un gâteau réussi. Aujourd'hui, nous allons voir comment et pourquoi une pâte se transforme en délicieux gâteau. Et comme chacun sait, pour faire des miracles en pâtisserie, il faut de bons ingrédients, mais aussi une pincée de physique et de chimie. D'ailleurs, dans notre comptine, il manque un ingrédient crucial. Un des maîtres mots en pâtisserie, c'est le volume. Autrefois, le seul moyen de faire monter une pâte, c'était d'y incorporer des blancs d'œufs battus en neige. Lorsque le blanc d'œuf est battu, des bulles d'air se forment et sous l'action des protéines, elles finissent par se stabiliser. Après cuisson, le blanc d'œuf battu conserve son volume aérien. Désavantage, un poignet qui fatigue et l'emploi d'une grande quantité d'œufs. Nettement plus pratique, la levure du boulanger. Jadis, les pâtissiers s'en procuraient généralement dans les brasseries. Les levures sont des champignons unicellulaires qui se multiplient dans un environnement propice, c'est-à-dire par une chaleur d'environ 28 degrés. Les cellules de levure se nourrissent des glucides contenus dans la farine et le sucre, puis les décomposent en produisant entre autres du CO2. Lorsqu'on pétrit une pâte contenant de la levure et qu'on la laisse reposer, sa masse double en environ 2 heures. Le CO2 qui s'en dégage crée des petites bulles dans la pâte. Pour chaque molécule de sucre, il se forme 2 molécules de dioxyde de carbone. Ce processus de fermentation permet à la pâte de lever de façon uniforme. Seul problème, lors de la fermentation, une grande partie du sucre et de la farine est perdue, engloutie par la levure. Un détail qui a son importance, surtout au début du 19e siècle, alors que beaucoup d'Européens souffrent de la faim. Le chimiste allemand Justus von Liebig décide de s'atteler au problème. Avec son disciple Eben Norton Horsford, il cherche une façon de produire du CO2 sans perte de farine et de sucre. Il y parvient grâce à 2 substances, le bicarbonate de soude et l'acide chlorhydrique. C'est la toute première levure chimique. Les 2 composés réagissent bien, parfois même un peu trop. C'est August Oetker, un pharmacien de Bielefeld, qui donne ses lettres de noblesse à ce produit révolutionnaire. Il en optimise les propriétés chimiques et fait le bonheur des ménagères. Argument imparable, il commercialise la poudre à lever dans de petits paquets, la dose parfaite pour une livre de farine. Aujourd'hui, la levure chimique contient toujours du bicarbonate de soude, mais on l'associe avec de l'acide tartrique. En présence d'eau et de chaleur, ce mélange produit le gaz nécessaire bien plus rapidement que la levure du boulanger. Grâce à ces trouvailles, plus de risque de se casser les dents sur nos pâtisseries. Enfin, en théorie. Ton gâteau n'a pas monté du tout, en fait.
C'est parce que tu n'y as pas mis d'agent levant. Effectivement. D'ailleurs, la recette de cette comptine omet pas mal de détails intéressants. Par exemple, combien d'œufs sont nécessaires? Un seul? Et quel genre de farine faut-il utiliser? Sans parler du temps de cuisson. Allez, on embarque notre recette et on va tenter de l'améliorer avec un pro de la pâtisserie. Jan Kettel est maître pâtissier et enseignant à l'Académie de pâtisserie de Berlin. Après un brevet professionnel, il a perfectionné son savoir-faire dans plusieurs maisons prestigieuses. D'abord, la tenue réglementaire. Je vous remercie, chef. On peut se tutoyer. Avec plaisir. Revenons-en à notre agent levant. Qu'est-ce qu'il aurait fallu ajouter à la recette de notre comptine pour que le résultat soit plus moelleux? De la levure boulangère ou chimique? Pour les pâtes à gâteau plutôt liquides, je recommande une levure chimique. C'est ce qui donne sa souplesse au gâteau. Et pour les pains et les pâtes plus fermes, on opte pour la levure de boulanger. J'ai préparé une petite expérience qui permet de bien observer comment les produits réagissent. Adrian, tu vas mesurer 100 ml de lait OK. et tu vas les verser dans le bol du batteur. Tu ajoutes la levure de boulanger et petit à petit 6 cuillères à soupe de farine. Et Émilie, de notre côté, nous allons mélanger de la levure chimique et du vinaigre. Pour ça, on prend un récipient et on y verse un peu de vinaigre auquel on ajoute 2 sachets de levure chimique. Et ensuite, on placera un ballon sur le goulot. Voyons ce qui se passe quand on place le ballon sur le goulot. C'est une réaction biologique qui a besoin de beaucoup plus de temps. Car dans la nature, tout est un peu plus lent qu'en chimie. Ça y est, mon ballon est gonflé. Ça a effectivement pris un peu plus de temps qu'avec votre mélange. Pourquoi exactement? Parce que la levure biologique est plus exigeante. Elle a besoin de sucre, de farine et de chaleur. On a vu comment fonctionne la fermentation dans le reportage précédent et on vient de l'expérimenter avec toi. Mais comment le gaz carbonique rend-il le gâteau si moelleux? Le gaz dégagé par la levure est stabilisé par un réseau de gluten, qu'on peut comparer à une sorte de colle végétale. Ce réseau se forme au cours du pétrissage et il va retenir les bulles d'air fabriquées par la levure. C'est ce qui rend la pâte plus souple et qui la fait monter. C'est comme ça qu'on obtient un bel alvéolage qui est totalement absent ici. Eh oui, tu viens de parler de gluten. C'est quoi exactement? C'est une protéine que l'on trouve dans les céréales comme le blé, l'épeautre, le seigle et quelques autres. Le blé que nous connaissons actuellement contient beaucoup de gluten. Ça permet d'obtenir des pâtes bien aérées et bien moelleuses, qui montent de façon uniforme. Pour que ce soit plus clair, je vous propose de comparer le pétrissage d'une farine de blé avec beaucoup de gluten avec celui d'une farine de maïs qui n'en contient pas.
Là, on voit que lentement, il se forme un réseau de pâtes qui retient les bulles d'air fabriquées par la levure. Et chez toi, on constate Qu'il ne se passe rien. Et non, rien du tout. Ça commence à prendre forme. Oui, on a une belle pâte. Aujourd'hui, on trouve pas mal de pâtisseries sans gluten. Comment on fait sans cette fameuse colle? Pour les pâtisseries sans gluten, on utilise des farines sans blé, auxquelles on ajoute des produits épaississants. Le sarrasin, par exemple, est tout à fait indiqué pour les pâtes complètes. On peut pratiquement utiliser les mêmes proportions. Mais il n'y a pas que l'interaction entre la farine et l'agent levant qui donne sa consistance à un gâteau. Un autre ingrédient déterminant, c'est le sucre. Quand on mange des gâteaux, on se passerait volontiers des quelques 400 calories contenues par 100 grammes de sucre. Malheureusement, le sucre semble irremplaçable en pâtisserie. À l'Université technique d'Hohenheim, on cuisine au nom de la science. Les fonctionnalités de chaque ingrédient de base sont observées à la loupe. Le sucre sert bien sûr à adoucir le gâteau, mais il permet aussi de nourrir la levure lors du processus de fermentation. De plus, le sucre donne au gâteau sa couleur dorée. La preuve par le test. Florian Ecker prépare 3 gâteaux contenant de la levure. Un sans sucre, un avec 5% de sucre et un avec 20% de sucre. Une réaction de fermentation alcoolique va se produire. Il s'agit du même processus que l'on retrouve lors de la fabrication de la bière. Le sucre est transformé par la levure et cela libère entre autres du dioxyde de carbone et de l'éthanol. Sans sucre, la levure ne transforme que les glucides de la farine et la pâte lève à peine. Le deuxième mélange, avec 5% de sucre, atteint le volume parfait. En revanche, le troisième, avec 20% de sucre, retombe comme un soufflé. Et maintenant, l'analyse des couleurs. Le sucre est responsable de la couleur brun doré de nombreux plats, notamment grâce à ce qu'on appelle la réaction de Maillard. La réaction de Maillard est une réaction en chaîne qui se produit systématiquement lorsqu'on chauffe du sucre et des acides aminés. Cela libère des pigments ainsi que de très nombreux arômes. Plus connue que la réaction de Maillard, la caramélisation. Lors de ce processus, le sucre fond et se colore sous l'effet de la chaleur. Le goût aussi change. À mesure que le sucre brunit, il prend une saveur légèrement amère. Plus il y a de sucre, et plus les pâtisseries se colorent. Le gâteau qui contient 20% de sucre paraît trop foncé. En revanche, celui avec 5% de sucre nous semble tout à fait appétissant. Et maintenant, voyons ce qu'il en est de la texture. Ici encore, c'est le gâteau avec 5% de sucre qui remporte la palme. D'abord, la texture s'évalue évidemment par rapport au volume. En clair, plus le volume est important et plus la texture sera souple, moelleuse et élastique. Étant donné sa capacité à retenir l'eau, le sucre permet également de conserver les gâteaux frais plus longtemps. Le dernier test vise à déterminer s'il existe une substance capable de remplacer efficacement le sucre. Avec la stevia, un produit naturel, la prise de volume est quasi inexistante. Un gâteau au sorbitol est trop dur. Quant à l'érythritol, il ne confère ni saveur ni couleur. D'une part, ces produits retiennent moins bien l'eau que le sucre. Et d'autre part, ils ont une saveur différente. Le sucre a une saveur ronde et harmonieuse. Les édulcorants sont certes sucrés, mais ils ne laissent pas la même impression en bouche. Conclusion de notre expert, pour la pâtisserie, impossible de se passer de sucre. Autre ingrédient sur lequel nous allons maintenant nous pencher, les œufs. C'est un incontournable en pâtisserie. C'est vrai que je ne connais pas beaucoup de recettes de gâteaux sans œufs. De mon côté, ça fait une bonne demi-heure que je bats ces blancs en neige. Qu'allons-nous en faire exactement?
Une pâte de type biscuit de Savoie. D'accord. Tu peux maintenant ajouter tes blancs d'œufs bien fermes au jaune d'Émilie. Voilà, une fois que les blancs sont versés, on les incorpore délicatement. Ensuite, on ajoute la farine et on met le tout immédiatement au four. Quelle est l'action des blancs en neige? Les blancs se solidifient et forment une structure solide, comme le gluten. Il soutient en quelque sorte la farine, puisque cette fois, nous ne pétrissons pas la pâte. Donc cette fameuse colle ne se forme pas. La seule stabilité provient du blanc d'œuf. J'ai encore une petite expérience pour vous. Émilie, Oui. tu vas clarifier l'œuf et verser le blanc dans cette eau chaude. Toi, Adriane, tu vas prendre une cuillère de blanc en neige et la déposer dans la casserole. Voilà, juste le blanc. On voit que ça commence à figer. Ça fait des filaments. Et maintenant, le blanc d'œuf battu en neige. Il flotte. Et lorsqu'on l'asperge d'un peu d'eau chaude, il garde sa forme et fait très peu de filaments. C'est le même effet qu'on retrouve dans le four avec notre biscuit. Il garde sa forme, mais il prend du volume, non? Un peu, oui. Sous l'effet de la chaleur de l'eau, les bulles d'air des blancs en neige se dilatent et le font gonfler. L'œuf a-t-il d'autres fonctions en pâtisserie? Oui, le jaune d'œuf contient de la lécithine. C'est un émulsifiant qui permet aux graisses et à l'eau contenues dans la pâte de se mélanger et de former une masse parfaitement homogène. Moi, ça me fascine toujours de regarder un gâteau en train de cuire dans le four. J'adore observer l'effet de la chaleur sur la pâte, la voir monter et se colorer. Quels phénomènes se produisent pendant la cuisson? On sait ce qui se passe avec le blanc d'œuf et avec le sucre. Mais le processus complet demeure un mystère pour la science. Il faut bien garder quelques petits secrets. C'est un peu comme les recettes. Ça tombe bien que tu en parles, parce qu'il est temps qu'on s'attelle à l'amélioration de celle-ci. Avec tout ce que tu nous as appris sur les ingrédients, je me sens prêt à passer à l'action. Et toi, Émilie? Moi aussi, tout à fait prête. Cette fois, on va faire un gâteau parfait. Je vais essayer de reproduire celui-ci en version de Noël, en y ajoutant quelques épices et des fruits. Et moi, je vais profiter de la présence d'un professionnel pour me lancer dans quelque chose d'assez complexe. Une galette des rois, cette fameuse spécialité française qu'on déguste pour l'épiphanie. De la pâte feuilletée, une crème aux amandes et une fève en porcelaine. Pourquoi une fève? À quoi ça sert? Si tu la trouves, tu es couronné roi d'un jour. Oh, ça je veux bien. Allez, au travail. On va réaliser un appareil simple. On ajoute le beurre et le saindoux, puis on mélange les œufs et le lait ensemble, ainsi que le sucre et la farine, dans les mêmes proportions. Pour toi, Émilie, 500 g de farine, puis 30 g de sucre et 8 g de sel. 30 g de sucre. Tu peux augmenter un peu la vitesse du batteur. Ensuite, tu ajoutes peu à peu ton lait et tu incorpores tes œufs un par un. Et maintenant, le beurre. C'est ça. Pour une bonne pâte feuilletée, il faut du beurre. On va en mettre 500 g. Ce qu'il y a de bien, c'est que ce n'est pas gras du tout. Pas mal. Ah, j'ai failli oublier les noix. Vite! Il faut à présent tourer la pâte feuilletée, c'est-à-dire l'étendre plusieurs fois. Entre deux, on laisse reposer. Après l'avoir étendue, on la replie. Cela forme de nombreuses couches de beurre et de pâte, ce qui donnera plus tard un beau feuilletage. D'où le nom de pâte feuilletée. Oh, je mets tout, allez. Et maintenant, l'amande. On la cache ici. On n'a pas de fève, désolé. Et voilà, on peut la mettre au four. Super.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Pendant ce temps, profitons-en pour aller admirer un autre maître pâtissier à l'œuvre. L'été touche à sa fin dans le quartier de Kreuzberg à Berlin. Dans le fournil de Bäumer et Lutum, on entame déjà les préparatifs de Noël. Ici, pas question d'utiliser des préparations instantanées ni de cuire des produits tout prêts, et encore moins d'avoir recours à des adjuvants artificiels. Dans cette pâtisserie, on mise sur des produits naturels. Au menu aujourd'hui, une spécialité de la maison, les Printen au chocolat fourrés au praliné. Les Printen, des biscuits en pain d'épices, ne contiennent ni graisse ni œufs. La prépâte se compose exclusivement de farine, de mélasse, de sucre brun et de sucre candi. Et le maître pâtissier Florian Lambach n'a pas préparé cette pâte aujourd'hui, ni même hier. En réalité, elle repose depuis 6 mois. La pâte doit reposer pendant tout ce temps pour que les cristaux se dissolvent bien dans la mélasse et se combinent mieux à la farine. Et ça améliore la qualité de la cuisson. Pour obtenir le goût d'un vrai Printen, il faut encore de l'anis, de la coriandre, de la cannelle, du clou de girofle et du zeste d'orange confit. À la prépâte, on ajoute notre mélange d'épices ainsi qu'un peu de farine. L'agent levant est le carbonate de potassium. Grâce aux acides qui se forment dans la prépâte, le CO2 du carbonate de potassium est activé. Et c'est cela qui permet ensuite à notre pain d'épices de gonfler lors de la cuisson. Maintenant, j'incorpore la pâte au mélange d'épices et à la farine. Une fois les ingrédients mélangés, j'ajoute le carbonate de potassium. Je laisse pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Voilà, la pâte est prête. Comme il n'y a pas d'additif, je dois faire un test de cuisson pour voir si la pâte a la bonne consistance et si elle contient suffisamment d'agent levant. Le test a l'air concluant. Alors on peut continuer. Le carbonate de potassium est un agent levant particulièrement adapté aux pâtisseries plates, telles que les pains d'épices et les fameux Printen. En plus du CO2, il se forme du sel de potassium qui assouplit la pâte le praliné à température ambiante. Puis je prends une tôle de Printen terminée et avec une douille plate dentelée, je répartis du praliné sur chaque gâteau. Ensuite, ils seront nappés de chocolat. On doit les Printen à l'empereur Napoléon. En 1806, il décrète un embargo sur tout le continent. Résultat, une pénurie de sucre de canne. Un pâtissier d'Aix-la-Chapelle a alors l'idée d'utiliser de la mélasse et donne naissance à ces fameux petits gâteaux. Ah, très bien. Waouh! L'heure de vérité. Voilà.
Alors, qu'en pense le maître? Ton gâteau a bien levé. Tu as un bel alvéolage bien aéré. On voit encore un peu le safran. On a une belle couleur de cuisson sur le côté et il est bien cuit à cœur. Il sera sûrement excellent avec tous ses fruits et ses fruits secs. Ta galette a une belle couleur bien régulière et une crème d'amande fondante au milieu. Il ne reste plus qu'à trouver la fève. Je dirais que ça sent exactement comme la galette des rois traditionnelle. Et ça sent bien Noël. Je suis ravi qu'on ait pu tirer quelque chose de cette recette. Merci pour ton aide. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que vous referez tout ça chez vous. Oui. On n'y manquera pas. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a 6 personnes tout autour qui aimeraient bien nous rejoindre. Allez, venez, il y en a pour tout le monde. Fève? Il a la fève, bravo! C'est Sven le roi.